Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. La semaine dernière à Rome, en Italie, le président iranien Hassan Khatami a rendu visite au pape François. Il en a profité pour rencontrer les plus hautes autorités italiennes afin de renouer des contacts commerciaux suite à la levée des sanctions économiques visant l'Iran. Visite réussie, si ce n'est que le vin a été banni des repas officiels et que les statues nues du musée du Capitole ont été pudiquement recouvertes. Mathieu Bocoté n'a pas apprécié, mais pas du tout. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez fait un petit billet dans votre blog du Journal de Montréal assez virulent, ce sujet. Oui, en fait, il y a quelque chose de singulier. Le titre était « L'Occident à quatre pattes ». Oui. Je disais, voilà, une comme civilisation, parce qu'à un moment donné, c'est une conscience civilisationnelle qui est en question. Si comme civilisation, nous sommes incapables de dire tout simplement non à des requêtes semblables, ou tout simplement même, si nous sommes assez fous pour couvrir par nous-mêmes des statuts sans même qu'on nous le demande, pour éviter de froisser d'une manière ou d'une autre la sensibilité religieuse de certaines personnes qui viennent ici, eh bien, c'est le signe d'une dévitalisation profonde et aussi je dirais presque d'un affaiblissement psychique du monde qui est le nôtre. Vous pensez pas, Mathieu Bocoté, que l'Italie, qui est le premier partenaire européen de l'Europe, et qui a une relation d'amitié avec l'Iran de très longue date, pendant le conflit entre l'Iran et l'Irak entre 80 et 88, l'Italie était un des seuls pays à maintenir des relations fraternelles avec Téhéran. Est-ce que vous mettez tout ça sous le chapeau de la démission de l'Occident? Est-ce qu'on peut pas faire des nuances et dire l'Italie a toute une histoire d'amitié avec l'Iran, etc. Vous mettez tout ça tout de suite sous le chapeau occidental. Certainement pas la singularité de chaque peuple, de la singularité de chaque pays. Ça va de soi. Mais cela dit, il y a, je dirais, l'Italie. D'abord, c'est une nation occidentale aussi, qu'on le veuille ou non. Oui. Et en plus, je ne vois pas en quoi les exigences de l'amitié, de la politesse, du savoir-vivre, de la décence, de l'amabilité exigeraient de quelque manière que ce soit qu'on se plie ainsi de manière préventive ou non, parce que ça demeure, c'est pas encore très très clair tout ça, à une requête aussi déraisonnable. En fait, ce que j'ai lu, moi, ce matin dans les journaux, c'était que le président iranien Hassan Rouhani n'avait fait aucune demande en ce sens-là, mais c'était les autorités ou les intermédiaires iraniens qui avaient dit on veut ça, pas de vin au repas. Je pense qu'ils voulaient manger halal aussi au repas officiel, je suis pas sûr de ça. J'ai vu ça sur le journal Telegraph anglais. En fait, vous parlez de Hassan Rouhani dans votre texte comme étant un islamiste. Il n'est pas du tout islamiste, il est même modéré et réformateur. Un instant, il faut voir, c'est-à-dire le régime iranien, le régime de Téhéran, depuis la révolution, est un régime islamiste en soi. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la variété daéchienne de l'islamisme, ce n'est pas la variété al-qaïdienne de l'islamisme, pour le dire ainsi, mais c'est un régime islamiste. Dans l'islamisme, ensuite, il y a des nuances, il y a des plus modérés, appelez ça comme vous le voulez, des plus radicaux, il y a des plus civilisés, il y a des plus brutaux. L'islamisme est un monde complexe, mais le régime iranien est un régime fondamentalement islamiste. Attendez. Ça, me semble difficile de le nier. Je ne nie pas ça du tout, Mathieu, mais l'Iran est une vieille civilisation islamiste ou pas? Absolument, qui vaut beaucoup plus d'ailleurs que le régime qui l'étouffe depuis la Révolution. Mais il y a des réformateurs là-dedans, et Rouhani, qui d'ailleurs doit passer le test d'élection législative le 26 février, je le reconnais pas dans vos propos, vous. Je ne reconnais pas Khatami comme étant islamiste. Ça dépend ce qu'on entend par reconnaître dans les propos. C'est-à-dire, sommes-nous devant un régime qui... je veux dire, en fait, je ferai une distinction. Oui. L'Iran, comme pays, comme civilisation, mérite tout notre respect, toute notre admiration, même, sans aucun doute. Et je suis de ceux qui croient que si un jour l'islamisme en vient à tomber morceau par morceau, eh bien, en Iran, ça pourrait être justement un des lieux d'une renaissance de la civilisation perse, évidemment musulmane aujourd'hui, mais non pas islamiste. Oui. Ce serait possible. L'Iran serait un lieu de renaissance possible de la liberté dans ce monde. Oui, mais Mathieu... Cela dit, une fois qu'on a beau dire que c'est un réformateur en ce moment, c'est un réformateur à l'intérieur d'un régime radical. Et ce régime, en tant que tel, est fondé
sur une religion politique qu'est l'islamisme. Oui, mais Mathieu, je pense qu'il ne sert à rien de nier ça. Permettez ce jeu de mots un peu oiseux, mais vaseux, c'est que c'est pas un régime qu'on nourrit au repas halal ou sans vin. C'est pas, on donne pas un régime à un régime, si j'ose dire. Et c'est pas un régime qu'on a amené au musée. C'est Hassan Khatami et quelques-uns de sa délégation. Je veux dire, vous mettez tout ça dans le même sac de l'islamisme. Je suis d'accord avec vous sur le fond, mais là, il y a quand même des particularités, des exceptions, et Khatami n'est pas du tout dans ce panier-là. Un instant, c'est-à-dire si, parce qu'encore une fois, je dis, il y a quelque chose de nébuleux autour de ce qui s'est passé. Oui. La demande venait, oui, dit-on, de représentants finalement du président. D'autres disent que c'était une forme, on a décidé de placer des couvertes de manière préventive. On a fait des boîtes de manière préventive pour couvrir les statues, mais il faut s'attarder un peu à l'événement. Ça s'inscrit dans une trame de fond, c'est-à-dire quels accommodements devons-nous faire pour ne pas heurter. Et on n'est pas en Iran, là, on est en Italie, on est dans le musée du Capitole. Quels accommodements devons-nous faire pour ne pas froisser les visiteurs qui se réclament, dans ce cas-là, d'un autre monde religieux? Et est-ce que quelquefois on ne fait pas du zèle pour éviter de les froisser? Est-ce qu'on ne va pas très très loin dans cette espèce de zèle qui est pas loin de la psychologie de la soumission dont nous parle Houellebecq? Il y a de ça, Mathieu. Excusez-moi, je tape sur le même clou, pardonnez-moi de faire ça, mais il y a des élections législatives le 26 février en Iran. Il faut que Khatami revienne à la maison avec du succès, qu'il a su imposer ceci, cela. Si jamais on lui avait servi du vin, si jamais on lui avait montré les seins et tout le reste au musée, les opinions iraniennes qui sont fortement, ou les réformateurs qui sont très forts dans l'appareil d'État, en auraient profité pour affaiblir ce président réformateur. Est-ce que c'était pas un coup de pouce politique à Khatami pour qu'il continue ses réformes en Iran? Je crois, cher ami, que vous êtes exagérément subtil dans les circonstances et que l'essentiel vous manque à trop vous attarder sur quelques détails éventuels ou hypothétiques. Qu'il y ait des réformateurs en Iran, personne n'en doute. Que le président actuel en soit un, ça exigerait, je ne suis pas certain qu'on puisse le classer pleinement dans cette catégorie, mais ce qui est certain, c'est que je ne vois pas s'il ne veut pas visiter un musée où il y a des statues nues, il ne lui est pas interdit de visiter un autre musée. Mais si dans un musée, nous devons trier finalement ce qui est digne d'être montré à certains visiteurs étrangers et ce qui serait avilissant pour son regard, ce qui ne serait pas chaste pour son regard, ce qui provoquerait chez lui des tentations impures ou évoquerait la décadence ou j'en ne sais rien, il n'est nullement obligé de visiter ce musée. Qu'il y ait des accommodements avec un dirigeant étranger pour les repas. Bon, évidemment, ça, les repas officiels tiennent compte de la sensibilité des uns et des autres. Ce n'est pas de ça dont je parlais. On ne parle pas ici d'une cafétéria d'école ou encore on ne parle pas ici de rituels nationaux chez soi avec des nouveaux arrivants. Donc, il y a des accommodements circonstanciels avec un président étranger, bien sûr, mais il y a des accommodements raisonnables et des accommodements déraisonnables. Et on a vu, je crois, dans cette scène loufoque où nous couvrons des statues, c'était digne d'un journal satirique. Le problème, c'est que c'était dans des vrais journaux. Jusqu'où nous sommes prêts à nous incliner en espérant les millions et les milliards de l'Iran. Mathieu, je ne vais pas tenter de vous convaincre du contraire, ni de ma subtilité excessive. Je vous laisse la vôtre. Si c'était un dirigeant israélien qui venait et qui imposait son menu, son ci, son ça en Europe, ce sont deux ensembles occidentaux. Qu'auriez-vous dit? C'est que vous jouez avec des comparaisons qui ne tiennent pas, c'est-à-dire à ce que j'en sais, des dirigeants israéliens qui se présentent en Europe ne demandent pas de couvrir les statues, ne cherchent pas à imposer tel ou tel accommodement. On peut être parfaitement en désaccord avec telle ou telle facette du régime de l'État d'Israël, sans par ailleurs créer une équivalence artificielle entre l'Iran islamiste et l'État juif. Mais s'ils veulent manger cachère au repas officiel? Mais comme je vous ai dit, il y a une demande de la part d'un président, du président iranien, par exemple, de manger halal dans un repas. Et ça, on peut tenir compte de cette sensibilité. Donc, vous acceptez ça? Je distingue entre la sensibilité, dans ce cas-là, d'un repas, et de l'autre côté, couvrir des statues.
C'est toute la différence ici entre ce qu'on pourrait appeler l'hospitalité et le délire. Et pour le reste, par ailleurs, je devine que si un invité veut manger halal ou kasher, il n'a pas à imposer aux autres ce repas. Mais à chacun ses rites alimentaires, pourrait-on dire, mais distinguons du moins les accommodements circonstanciels exigés par la diplomatie et l'humiliation de soi et l'autoflagellation de soi qui vient lorsqu'on décide de couvrir des statues parce qu'elles seraient indécentes lorsqu'une personne décide de visiter ce musée. Il n'y a pas eu ça aussi en Europe au XVIIe siècle, XVIIIe siècle avec les puritains? Si vous voulez dire que l'islamisme est un néo-puritanisme conquérant, on peut toujours dire ça. Mais sachons que nous sommes au 21e siècle et nous ne sommes plus au 16e siècle des puritains. Dites-moi une chose, Mathieu. Donc, selon vous, l'Occident s'humilie. Le titre de votre blog, de votre texte, c'était l'Occident à quatre pattes. Et on a perdu tout courage. Vous dites c'est un autre mot que je vais utiliser plutôt. On a perdu tout sens de l'honneur, c'est ça? Ah, ça, je crois que c'est l'essentiel. C'est-à-dire, il faut savoir, je dirais, savoir à quel moment, comment je veux dire ça, il faut savoir se tenir droit, tout simplement, et savoir sur quoi nous devons être inflexibles. Oui. Si, au nom d'une conception dénaturée de l'hospitalité, nous décidons d'oublier que nous sommes chez nous, ici à tout le moins. Si au nom de l'hospitalité, nous décidons de nous effacer jusqu'à l'absurde, eh bien, la question que je me pose devant ça, c'est jusqu'où irons-nous? Quelle sera la prochaine étape? Parce que qu'on le veuille ou non, il y a toujours une prochaine étape en ces matières. Que devrons-nous censurer pour éviter d'offusquer telle ou telle personne? Parce que ne nous trompons pas, la tentation de la censure, elle est forte aujourd'hui, elle est portée souvent par l'islamisme. Je ne parle pas simplement ici des gens de Daesh, mais l'islam politique aujourd'hui cherche à censurer, par exemple, le blasphème, par exemple, certaines œuvres qui transgressent d'une manière ou de l'autre des textes sacrés. Est-ce que nous devrons, au nom de l'accommodement commercial ou au nom du bon voisinage, devrons-nous aussi céder à la tentation de la censure? Me semble-t-il qu'il faut y avoir certains principes inflexibles et le refus de la censure, et surtout le refus de la censure des œuvres d'art, devrait être un de ces éléments sur lesquels on ne transige pas. Mathieu Bocoté, vous dites se tenir droit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est que comment définir le mot droit? Vous dites inflexible. Comment vous dire? Il y a il y a une zone grise tellement grande entre la rigidité et la rigueur qu'on ne sait pas trop où trouver le juste équilibre. Vous semblez dire, on est chez nous, on fait comme chez nous et vous avez qu'à vous taire. On peut bien dire, à Rome, c'est comme les Romains, je crois que c'est plus intelligent qu'on ne le dit généralement. On cherche à faire passer ça pour une espèce de dictature, de formule pour les sots. Je ne crois pas. Je pense que c'est censé pour ce qui est des nouveaux arrivants qui doivent prendre les mœurs du pays d'accueil. Oui. Plus largement, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut distinguer entre le fait de se tenir droit et la rigidité excessive. Mais me semble-t-il qu'il y a ici quelque chose comme l'intuition élémentaire. Et je ne connais personne qui, peut-être parce que je connais pas les bonnes personnes par ailleurs, qui a l'idée que couvrir des statues pour ne pas heurter la sensibilité religieuse ou sexuelle d'un dirigeant d'un pays qui a fait de l'islamisme un principe politique, eh bien, qui voit là-dedans quelque chose comme un accommodement raisonnable et diplomatique. Je crois que c'est une manifestation spontanée de cet esprit de soumission dont je parlais tantôt, dont nous parle Houellebecq. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas le propre de la diplomatie, c'est d'être capable, justement, de multiplier d'occuper cette zone grise avec intelligence. Mais je crois que nous avons quitté, avec cette décision, depuis longtemps, les zones grises. Pourtant, pardonnez-moi, Mathieu Bocoté, mais l'Occident a quand même remporté des victoires éclatantes avec l'Iran sur le nucléaire. On n'a pas été humilié par l'Iran récemment. Je veux dire, c'est des fins négociateurs, c'est une grande civilisation, je veux bien tout cela. Je veux dire, je veux pas encore, on était à quatre pattes devant les Iraniens concernant le nucléaire. Il faut distinguer. Si vous me parlez des accords diplomatiques, c'est une chose. Oui. Sur le nucléaire, c'est un accord qui est discuté, certains le célèbrent, d'autres s'en désolent. Bon, ça, c'est un débat légitime, et je ne veux pas réduire non plus l'Iran, qui est un grand pays avec une
appelons ça un rôle régional majeur, et même au-delà de la région, au-delà du Moyen-Orient, donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais autour de cet épisode précis du musée du Capitole. Donc je pense pas réduire ici la relation Iran-Occident ou Iran-Italie à l'événement du Capitole. Mais ce qui s'est passé là, ce n'est pas rien, et qu'on le veuille ou non, c'est avec le président d'un pays, donc c'est une figure officielle, ce n'est pas une figure secondaire, et qu'il ait demandé lui-même, ou non, appelons ça comme ça, cet accommodement, qu'on l'ait demandé pour lui, ou qu'on lui ait accordé de manière préventive. Tout cela, il n'en demeure pas moins que devant, dans un rapport de force finalement, un rapport de force symbolique, nous avons décidé de nous humilier nous-mêmes en prétendant faire preuve de grandeur d'âme. Alors moi, j'ai rien contre la grandeur d'âme, j'ai rien contre les mains tendues, j'ai rien contre la diplomatie, je n'ai rien contre la politesse, mais j'en ai, cela dit, contre la servilité, et j'en ai contre l'autoflagellation. Et comment ne pas voir de l'autoflagellation dans cette censure administrée aux œuvres d'art au nom de la raison diplomatique? Voici de grands termes, Mathieu Bock-Côté. Prenons un peu de... Qu'est-ce qu'il y a de grands termes là-dedans? Autoflagellation, humiliation, tout ça. Prenons un peu de hauteur. Vous citez un auteur que j'aime beaucoup dans votre texte, Solzhenitsyn. Oui. Il aurait des choses à nous dire sur l'Occident aujourd'hui, non? Ah, oui, bien sûr, mais alors il faut distinguer les choses. Solzhenitsyn est un auteur qui est un écrivain, un philosophe, un penseur, tous les termes sont bons pour parler de lui de ce point de vue. Tout à fait, oui. Qui finalement passe à l'Ouest dans les circonstances que l'on sait, et qui découvre ici, bien qu'ils s'en doutaient, faut pas se tromper, une civilisation dévitalisée, déspiritualisée, qui a perdu le sens de la verticalité, qui a perdu le sens du sacré, et il s'inquiétait notamment du déclin du courage. Il s'inquiétait aussi du déclin du sens de la grandeur en Occident. Alors Solzhenitsyn est un auteur brillant pour éclairer nos propres faiblesses, nos propres limites, et on peut se tourner vers lui très certainement encore aujourd'hui à la manière d'un professeur à la fois, je dirais, splendide et subtil. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprocher beaucoup de choses à sa pensée, mais pour l'essentiel, sa contribution demeure vitale. Vous souvenez-vous, quand il était aux États-Unis dans les années 70, après avoir reçu son prix Nobel et avoir été éjecté de l'URSS, il était dans le Vermont, il a été invité à prononcer un discours à l'université Harvard en 78. Oui, c'est ce discours-là, le discours du déclin du courage. Et justement, il dit les choses suivantes. Alors, il dit aux étudiants et tous les gens qui pensent là-bas, votre intelligence est libre, mais sans courage. Votre univers culturel est spirituellement vide. C'est plutôt frontal. Ah oui, mais c'est une critique qui est légitime. Hein. C'est une critique qui nous vient d'un homme qui, par ailleurs, est ancré dans la tradition russe, pour le meilleur et pour le pire, qui trouve qu'une forme de sécheresse spirituelle dans l'Occident contemporain. Solzhenitsyn n'était pas exactement un droit de l'homiste de centre-gauche, pour le dire ainsi. Bon, alors, sachant cela, il s'est montré très sévère envers le monde occidental et ne rêvait que d'une chose, c'était de revenir dans sa Russie, une Russie renaissante, à laquelle il associait intimement l'orthodoxie. Bon, alors ça c'est le monde de Solzhenitsyn, c'est la Russie à laquelle il rêvait. Chez nous, il a vu de nos faiblesses, il nous a parlé franchement, et je crois que son analyse nous parle encore aujourd'hui, cette déspiritualisation qu'on ne saurait réduire à la perte de la foi ou tout ça, cette perte du sens du sacré en Occident. Je crois que Solzhenitsyn a d'importantes leçons à nous donner. Comme quoi les statues nues du Capitole, Solzhenitsyn, tout ça, même combat. Mathieu Bock-Côté, merci infiniment. On vous donne rendez-vous. Oui? Oui, au grand plaisir. Allez, au revoir Mathieu. À venir voir le monde avec un chapeau. Restez avec nous sur les ondes de Radio VM. Ici Jean-Philippe Trottier, il nous reste 3 minutes avant la fin de l'émission. Question d'actualité. Voir le monde avec un chapeau, disais-je avant le petit pont musical. C'est un livre de Carl Bergeron, c'est un récit de 360 pages qui est paru aux éditions du Boréal, qui est sorti il y a pas très longtemps, un livre merveilleux, j'en ai déjà lu 200 pages, que je lis à petite lampée, si j'ose dire. Carl Bergeron, né en 80, est l'auteur d'un essai, Un cynique chez les lyriques, Denis Arcand et le Québec, paru également au Boréal en 2012. Donc il sort avec ce dernier livre, Voir le monde avec un chapeau, 360 pages au prix de $28 plus taxes.
Un des livres les plus singuliers, dit l'affiche du promo du bouquin, et je suis tout à fait d'accord avec ça, les plus courageux à avoir paru au Québec depuis des années, la souveraineté de l'imagination, de la pensée et de la prose s'y déploie avec une liberté et un bonheur qui sont la marque d'un véritable écrivain. Donc voilà qui fait plaisir à entendre quand on est écrivain comme ça. Et c'est un livre écrit sous forme de journal qui commence le 1er janvier d'une année 2000X et finit le 31 décembre de la même année X. C'est un journal donc qu'on lira dans ce livre et qui n'est pas un vrai journal, disais-je. C'est le moyen dont l'écrivain a usé pour exprimer le plus fidèlement possible une vérité qui autrement serait restée tue. T-U-E. L'auteur parle très sérieusement, il met sa vie et son nom en jeu et le fait également à visière levée, donc il n'y a pas de... il y a des tabous forcément, mais il n'y a pas c'est assez transparent. Il y a beaucoup de noblesse outragée, il y a un duel féroce entre l'individu et la communauté, entre l'aspiration à la beauté et la fatalité de l'histoire, des remarques extrêmement intelligentes sur le Québec d'aujourd'hui, le Québec historique. Il dit notamment que le roman historique national n'est pas, et de Gaston Miron, le poète, ce qu'on entend peu souvent, donc Voir le monde avec un chapeau de Carl Bergeron, paru aux éditions du Boréal, 360 pages au prix de $28. On parle d'une mémoire blessée, découlant tantôt du passé national, tantôt du passé intime qui place l'héritier seul face à son destin. Donc, Carl Bergeron, Voir le monde avec un chapeau, paru aux éditions du Boréal. 360 pages bien tapées, très dense. Ça se lit pas comme un petit roman. Et il faut prendre le temps parce qu'il y a de la substance. $28 plus taxes. Voilà.